L'ananas est un fruit à fort potentiel. Nous encourageons les agriculteurs à s'y intéresser et même les investisseurs. Non seulement il est très apprécié par le consommateur lambda qui le consomme en tant que fruit. On a vu dans plusieurs vidéos des vendeurs ambulants proposer des tranches d'ananas. Mais c'est également un fruit qui peut se transformer en plusieurs sous-produits. On peut miser ainsi sur la production d'ananas en vue de sa transformation en jus d'ananas, en confiture, en ananas séché, en sirop, etc., etc. Il y a plusieurs sous-produits qui peuvent être issus de la transformation de l'ananas. Par ailleurs, vous pouvez produire de l'ananas et penser au marché extérieur. En effet, les marchés européens et même américains offrent des débouchés intéressants pour l'ananas venu d'Afrique en général et du Cameroun en particulier. Et ceci en raison de la forte demande pour les produits exotiques. Il y a une demande croissante dans ces pays-là pour les produits exotiques et même les produits bio. Or, nos pays peuvent se positionner comme des acteurs majeurs, notamment en Europe, compte tenu de la proximité de nos deux continents. Mais force est de constater que pour y arriver, nous devons relever certains défis, dont les infrastructures. Nos infrastructures insuffisantes, voire inexistantes, sont un maillon faible pour le développement de la filière ananas. Et dans cette vidéo, le jeune que nous avons rencontré, qui est un jeune ingénieur agronome qui s'est lancé dans la production de l'ananas, nous parle des difficultés qu'il y a dans le secteur, notamment la limite au niveau des transports. Le transport de la production est un véritable problème qui a un impact au final sur les bénéfices obtenus. Il vous dit que quand ils ont récolté et que le camion ne peut pas monter, directement il perd de l'argent par tête d'ananas. Dans tous les cas, nous vous invitons à prendre le temps de regarder cette vidéo parce que ce jeune est entré dans les détails. Ça va vous donner l'envie de vous lancer dans la production d'ananas ou alors dans tous les cas de maîtriser les contours et les difficultés, les enjeux de la production de l'ananas. Ici là c'est le magasin où j'ai gardé mes engrais. Donc, je vais entrer tout à l'heure là pour porter les engrais. L'engrais que je vais utiliser aujourd'hui, comme je suis en pleine croissance dans le champ, je vais utiliser l'urée. Je vais utiliser l'urée et le 20-10, ça sera un mélange. Donc, on va porter ça. Je suis Dioketiomela Liberman, ingénieur agronome, phase annexe de Bafia 2022, spécialisé en production animale. Mais avant, je suis conseiller agropastoral technicien supérieur en conseil agropastoral, autant pour moi, diplômé du CRA de Boulova 2018. Donc, nous sommes ici dans ma plantation d'ananas que j'ai lancée depuis 2021. Nous sommes à Essazik, à 9 km d'Hawaï. Et environ 9 km d'Hawaï. Et c'est ici que j'ai fait mes débuts dans la culture d'ananas depuis 2021. Et donc aujourd'hui nous sommes dans l'un de mes carrés que je suis venu faire l'épandage aujourd'hui. Et avant l'épandage, il faut faire un désherbage parce qu'on ne peut pas mettre, quand on dit l'épandage déjà c'est mettre l'engrais sur les plants. On ne peut pas mettre l'engrais lorsqu'il y a l'herbe. Donc, dernièrement, j'ai demandé qu'on fasse un désherbage. Et aujourd'hui, je suis venu question de mettre l'engrais. Sauf que je me rends compte qu'il y a encore l'herbe dans les rejets. Donc, je vais tout d'abord porter l'herbe là pour mettre de côté pour que le champ soit plus propre et plus aéré. Et après ça, je vais faire l'épandage proprement dit. Pour avoir les rejets, si vous êtes à votre début, il faut acheter. Il faut acheter le rejet. Mais si on n'est pas à un début, les rejets doivent se récolter dans les souches comme le carré d'en face là. Avec un bon entretien des souches, on va récolter les rejets sur les souches où on a déjà coupé l'ananas et revenir planter. Sinon, si on n'a pas les rejets, il faut les acheter. Actuellement, les rejets sont à 13 francs, 13,5 francs. Bon, les prix varient. Donc, en fonction de la période, les coûts vont varier. Bon, actuellement, les rejets sont à 13,5 francs. 13,5 francs, on vous livre beau champ. Donc, c'est vous qui devez payer, supporter les frais de transport.
Donc lorsque vous achetez le rejet, le producteur se charge de prendre soin de casser, porter et poser à côté du champ. Vous devez donc chercher un chauffeur qui va venir transporter. Vous payez le chargement et le déchargement de vos rejets en champ. Après cela, maintenant, il faut planter. Mais avant de planter déjà, il faut faire le désherbage. Si vous êtes en forêt, si c'est la forêt, vous devez défricher. Lorsque vous avez fini de défricher, il faut faire l'abattage. Lorsque vous avez fini l'abattage, il y a ce qu'on appelle la préparation. La préparation consiste donc à brûler, nettoyer le site pour qu'il soit bien dégagé, comme vous voyez là, aucun arbre, parce que l'ananas c'est une plante qui aime le soleil. Bon, une fois que cela est fait, on peut passer au planting. Et lorsqu'on a planté, ce qui reste à faire, c'est le suivi. Le suivi donc consiste à laisser que le champ soit toujours propre. Donc il faut faire un désherbage régulier et faire des épandages. Lorsque cela est fait, au bout de 15 mois à 18 mois, en fonction de vos objectifs. Bon, certains disent qu'ils peuvent faire 12 mois, mais je ne l'ai pas encore expérimenté. Ici, je suis dans les 15 à 18 mois pour entrer en production. Donc, c'est un peu ça. Et là, le choix de 15 ou 18 mois aussi, ça va souvent être influencé par le marché. Parce que parfois, en faisant l'hormonage, on vise la date de vente, puisque quand on fait l'hormonage, on a 5 mois pour avoir la récolte du fruit. L'hormonage, c'est une opération, on appelle ça le traitement d'induction florale, techniquement parlant. Le traitement d'induction florale consiste à injecter un produit spécifique, c'est qu'on appelle l'hormone, d'où hormonage, qu'on va déposer au cœur de la plante. Donc, ici là, la plante ici n'a pas encore en âge, mais sinon, lorsqu'on fait le traitement d'induction florale, le produit doit être déposé au cœur de la plante. Donc lorsqu'on dépose tous les produits régulièrement au cœur de la plante, ça va faire en sorte que de façon homogène, les plantes entrent en floraison au même moment. Et c'est là qu'on commence, après la floraison, il y aura les fruits qui vont sortir. Donc la durée c'est 5 mois pour la récolte. Donc, on va donc tenir compte de ça au moment de l'hormonage. Parfois si vous allez faire l'hormonage, peut-être votre cycle devait être un cycle de 15 mois. Vous vous en rendez compte qu'au 15e mois, il y aura abondance sur le marché, vous pouvez retarder. On peut hormoner plus tard pour tomber peut-être le mois d'après. Si on ne fait pas l'hormonage, le fruit va sortir, mais les fruits vont sortir chacun à son tour. Un peu. Or, il faut faire une production qu'il faut couper au même moment. Si on ne fait pas l'hormonage, on peut venir aujourd'hui, on coupe 100 fruits. Demain, on revient encore couper 100 fruits. Or, lorsqu'on fait l'hormonage, on peut venir aujourd'hui, on coupe même tout le champ si on veut. Un peu. Donc, c'est pourquoi on fait l'hormonage, pour synchroniser la récolte. Bien souvent, ça rate. L'hormonage peut rater et la cause la plus probable, c'est on peut faire l'hormonage et après l'hormonage, il pleut. Donc, comme nous sommes en saison pluvieuse, on ne maîtrise pas souvent trop. On se fie parfois à la météo, mais ce n'est pas à 100% fiable. Bon, parfois, vous regardez comme ça le téléphone, le service météorologique vous informe qu'il doit peut-être pas pleuvoir aujourd'hui. Et vous vous lancez. Et après le soir, il pleut déjà. Et lorsqu'il pleut comme ça, là, donc maintenant vous êtes seulement en prière parce qu'il peut pleuvoir et ça prend. Tout comme il peut pleuvoir, ça ne prend pas. C'est pareil pour les désherbages chimiques. Donc voilà un peu voilà le principal risque de l'hormonage. Mais sinon, si on fait un hormonage, la plupart du temps, on va regarder l'aspect du jour. Et avec, on va dire, les connaissances, parce que ce ne sont pas des connaissances que je vais dire scientifiques, mais ce sont des connaissances transmises. Donc, que les gens vous ont dit quand le ciel est dégagé, ça veut peut-être dire qu'il ne va pas pleuvoir, mais ce n'est pas sûr, parce qu'il y a les jours où le ciel est dégagé, mais qu'il pleut quand même en soirée. Donc lorsqu'on va faire l'hormonage, on va le plus souvent regarder les jours où le ciel est dégagé et où on se dit qu'il va faire chaud. Donc, on va faire l'hormonage ces jours-là. Et ça va permettre en sorte que le soleil, là, ça chauffe. Il paraît que le soleil active davantage les plantes lorsqu'il fait chaud. Donc on va faire l'hormonage quand il fait chaud. Par contre, l'épandage d'engrais, c'est l'inverse. À l'épandage d'engrais, on préfère faire l'épandage d'engrais un jour qu'il a plu. Pour que l'eau qui va rester dans les aisselles des plantes là puisse se dissoudre, des feuilles, puisse se dissoudre
l'engrais que l'on va épandre. Et si l'engrais est vite dissous, il n'y a pas évaporation. Donc, à l'inverse de l'épandage, quand on fait un épandage comme aujourd'hui, il faut prier que le soir il pleuve. Là, le soir, maintenant, quand il pleut, ça va dissoudre l'engrais. Mais si on fait l'épandage et que 2 jours après, il n'a pas plu, l'engrais va s'évaporer. La plante n'aura pas vraiment profité de l'engrais qui a été mis au sol. Donc, c'est ça. Mais comme nous sommes en pleine saison pluvieuse, il est rare dans cette zone-ci de faire 2 jours sans pluie. Raison pour laquelle, comme je vais faire l'épandage, là, je n'ai pas à me soucier de l'aspect parce que je sais qu'au plus tard, demain, il devra pleuvoir. C'est déjà même qu'il n'a pas plu ici aujourd'hui. Donc, plus tard, demain, il va pleuvoir. Je vais d'abord faire sortir l'herbe là. Après avoir sorti l'herbe, je vais faire l'épandage. Donc, ici, là, on a déjà fait un premier épandage qu'on appelle le démarrage. Donc, c'était l'urée et le 20-10. Bon, aujourd'hui encore également, on va continuer. C'est toujours l'urée, beaucoup plus d'urée et un peu de 20-10. L'engrais de démarrage, c'est le tout premier épandage qu'on donne. C'est ça qui va permettre à la plante de prendre forme, d'avoir une couleur verte comme vous regardez là. Sinon, parce que quand on vient de mettre le plant à terre, quand il a pris le sol, le plus souvent il a une couleur jaunâtre. Donc, il n'est pas vert, il n'est pas vraiment vert. Mais lorsqu'on démarre maintenant, la coloration verte commence à prendre le dessus. Et après, maintenant, là, on va encore faire un deuxième épandage, troisième et un quatrième. Parfois, il y a des gens qui vont m'assister traitement. Tout ça dépend des moyens financiers. Donc, si vous avez les moyens d'aller à 5 traitements, 3 traitements, c'est maintenant à ce moment-là que le rendement va varier parce que les rendements vont varier en fonction de la façon dont le champ a été traité. Un champ qui a été bien traité va donner davantage de gros fruits. Un champ qui n'a pas été bien traité va donner des petits fruits. Donc, c'est un peu ça. On traite en fonction des moyens. Bon, moi, pour l'instant, je fais l'effort de traiter à 4 traitements. C'est mon niveau. Bon, l'idée, c'est de pouvoir aller au-delà de ça pour avoir davantage les gros fruits. Mais pour le moment, je m'arrête à 4 traitements. Et il y a même eu les carrés où j'ai fait juste 3 traitements. Défaut de moyens. Le premier saut d'engrais est fini. Donc quand ça finit en plein milieu des champs comme ça, il faut faire une marque. C'est vrai que c'est l'engrais, parfois tu peux regarder. Mais la marque te permet de vite savoir à quelle position le produit est fini. Et donc on doit arracher, on arrache le plant, on arrache la feuille de l'ananas. On va donc positionner là comme ça. La couleur blanche ici, elle est unique parce que tout le monde, toutes les feuilles sont vertes au-dessus. Mais elle, la partie blanche ici là, va m'orienter. Quand je vais aller doser le produit, je vais avoir un œil fixé sur ça pour m'orienter, savoir que je me suis arrêté sur ce plan et dans cette ligne là. Donc je reviens, je vais prendre la position et continuer. Donc c'est pareil quand on fait le désherbage, la coupe, même la coupe d'ananas, on appelle ça les piquets. Pour identifier une position, peut-être même tu peux poser la machette. Si tu vois que tu vas te balader, tu peux oublier la ligne dans laquelle tu as posé la machette, tu sors le piquet, tu choques. Ça fait que quand tu te balades là, ça attire ton attention et tu reviens directement là-bas pour travailler. Donc je vais encore aller charger le seau. Bon voilà, nous avons fini avec l'épandage. D'abord, nous avons fait la sortie de l'herbe. Pourquoi avoir sorti l'herbe? Parce que, premièrement,
Lorsque l'herbe reste sur les rejets, ça se comporte un peu comme un torchon. Donc quand il pleut, ça va absorber l'eau. Donc vous voyez par exemple, si on prend l'herbe ici comme ça, maintenant il fait soleil, elle est légère. Mais quand il va pleuvoir, la terre qui est ici va absorber l'eau. Et quand ça absorbe l'eau, ça a davantage le poids. Supposons maintenant que c'était posé ici. Vous voyez, quand ça va prendre assez de poids, ça va donc fermer le plant. Et pendant que ça ferme le plant, ça étouffe le centre de la plante, qui est le centre par lequel il y aura la sortie des jeunes feuilles. Donc si c'est fermé comme ça, alors on ne peut pas avoir, vous voyez là, il y a une jeune plante là qui va ressortir. Donc quand c'est fermé, ça ne peut pas sortir. Raison pour laquelle il faut d'abord dégager l'herbe. Maintenant, lorsqu'on a dégagé l'herbe, ça rend le champ plus propre et ça permet en sorte qu'on poursuive un bon rendement, qu'on puisse atteindre les objectifs de départ fixés. Également, ça facilite le travail dans la plantation. Si l'herbe est posée, par exemple, toujours, supposons qu'on va faire un épandage sur cette plante-là et que l'herbe est posée comme ça. Au moment de faire l'épandage, vous vous êtes rendu compte qu'on mettait l'engrais dans les aisselles. Si on va juste lancer, on va jeter comme je jetais là, l'herbe peut bloquer l'épandage. Alors c'est la raison pour laquelle on retire l'herbe. Ça libère le champ d'action. Lorsqu'on va lancer l'engrais, directement ça se pose aux aisselles. Et lorsqu'on verse aux aisselles, pourquoi? Parce que en versant au sol, si on dit qu'on va verser au sol, le temps de verser au sol, on peut verser peut-être très loin du plan principal. Parce que vu le port de l'ananas, dit qu'on va verser l'engrais à côté, ça donne beaucoup de travail. Raison pour laquelle on vise les aisselles. Donc on vise les aisselles. L'engrais va donc atterrir quelque part ici. Et dans ces aisselles-là, il y a l'eau. L'eau de pluie que la plante a retenue. Ça va donc faire dissoudre l'engrais. Et les prochaines pluies maintenant vont faire que ça déborde. Et quand ça déborde, maintenant, ça va écouler et directement nourrir le plant lui-même. Et non l'herbe même qui est tout autour. Donc voilà. Nous sommes déjà à l'épandage comme ça, mais sinon nous avons commencé le travail par pour parler un peu de l'itinéraire technique de la culture d'ananas. Il faut tout d'abord avoir un site pour la production. Ça peut être, les sites appropriés peuvent être des jachères ou alors les forêts. Et en fonction des différents sites, la méthode cultivale va varier parce que si on a la forêt, il faut commencer par un défrichage. Après le défrichage, il faut faire l'abattage. Après l'abattage, il faut brûler. Après le brûler, il faut faire la préparation du terrain. C'est après la préparation du terrain qu'on va donc faire le planting. Et le planting de l'ananas se fait en ligne double. Du moins ici, ça se fait en ligne double. Donc, sur une ligne, on va mettre 2 plants. On fait un intervalle. Et les plants ici sont à un intervalle de 40 cm entre les plants. Donc, d'ici à là, on va être dans 40 cm. D'ici à là, on va être dans 40 cm. Maintenant, la ligne de marche, on appelle ça la ligne de marche, c'est cet intervalle-là. C'est l'intervalle qui va être utilisé pour circuler dans le champ et faire également le traitement parce qu'on ne marche pas dans la ligne double C, on ne marche pas à l'intérieur. On marche uniquement dans les lignes de marche. Ces lignes de marche là également vont être d'un intervalle de 80 cm à 90 cm en fonction des producteurs. Et donc, une fois que les plants sont prêts, qu'on a fait le planting, il faut maintenant suivre régulièrement le désherbage. Et lorsqu'on a mis le plant à terre, il y a une durée pour commencer les traitements. Cette durée va d'environ 3 mois. Parce que lorsqu'on a mis le plant à terre, il faut que les racines poussent. Et pendant ce temps de poussée racinaire, les feuilles qui sont venues avec le plant vont être stressées, donc elles vont donc jaunir. Raison pour laquelle vous avez constaté quelque part là, bon, voilà, elles vont jaunir et avoir cet aspect-ci. On voit un plan comme celui-ci, qui a une coloration jaunâtre. C'est un plan qui vient de démarrer. On a déjà fait un premier épandage, mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez que les feuilles là sont à peine en train de rajeunir et de devenir solides. Maintenant, le deuxième traitement, le deuxième épandage que nous allons faire va faire en sorte que ces feuilles-ci prennent une coloration bien verte, le temps que les nouvelles ressortent. Donc, c'est à ce moment-là, voilà les signes qui montrent qu'il faut déjà apporter l'engrais au démarrage. Sinon, lorsqu'on a repiqué, lorsqu'on a planté, on ne se précipite pas à mettre l'engrais. On attend que les plantes aient bien fixé les racines au sol.
Et une fois qu'elles ont fixé les racines au sol, on vient maintenant, on va faire les traitements. Donc, dans ce carré-ci là, il y a déjà la coloration verte commence à être bonne. Mais comme nous avons également fait l'épandage ici, d'ici quelques 2 semaines, on aura une bonne coloration dans tout le carré. Et c'est un peu ça. Donc, l'activité, le travail le plus pénible dans l'ananas, c'est pas la mise en terre, mais c'est plutôt le suivi. Parce qu'on a souvent l'impression que la culture est longue, du coup, on se dit qu'on a le temps de faire le suivi. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment assez de temps. Parce que lorsqu'on a déjà lancé le travail, chaque mois, il faut faire une opération dans le champ. Chaque mois, il faut soit désherber, soit faire l'épandage. Il y a même les mois où il faut faire les 2 choses à la fois. Donc, raison pour laquelle le suivi devient à ce moment-là un peu stressant pour la plupart des producteurs, surtout en saison des pluies où l'herbe va pousser comme si c'était la culture principale. Vous voyez, vous allez faire le travail, vous faites le désherbage. Vous voyez un carré qu'on a désherbé, ça fait même pas 2 semaines. Il y a déjà l'herbe à l'intérieur. Il faut revenir faire le désherbage. Pour qu'il atteigne comme celui-ci là, il faut revenir faire un désherbage chimique à l'intérieur. Et après le désherbage chimique, il faudra encore faire le désherbage manuel. Donc il n'y a pas vraiment le temps de souffler. Or, on se dit que non, en 15 mois, ça va aller. Mais 15 mois, ce n'est pas 15 mois de repos, c'est 15 mois de réflexion. C'est 15 mois de planification. Bon, maintenant, lorsqu'on a planté, il faut maintenant faire un contrôle. Pendant le désherbage, il faut contrôler les irrégularités. Les irrégularités peuvent être les plants qui ont pété. Donc, ça veut dire les fruits sont sortis avant la période prévue. Comment est-ce qu'on peut mettre un plant à terre et en moins de 3 mois, le plant fleurit? Donc, nous avons ici un exemple. Voici les choses que nous devons contrôler lorsqu'on fait le tour du champ. Vous voyez là, ça c'est un plant qui a à peine 6 mois, mais il a déjà fait le fruit. Ça fait le fruit comme ça, pourquoi? Parce que au moment de l'hormonage, sa plante mère avait déjà fait le rejet. Et lorsqu'on hormonait le fruit pour induire soit l'induction florale, soit accélérer la maturité des fruits, le rejet a pris le produit au centre. Et lorsque le rejet prend le produit au centre, il va lui également aussi entrer en floraison. Et lorsqu'il entre en floraison, ça peut être sur une durée de 1 mois avant la casse. Donc, au moment de la casse du rejet, on ne constate pas que le rejet a fleuri. Mais par contre, le processus a déjà été engagé. Donc, une fois qu'on met au sol, ça continue. Et donc, ça va faire que 5 mois après le planting, vous allez vous retrouver au champ avec les fruits comme ça dans le champ. Donc, il faut toujours vérifier, éviter davantage, lorsqu'on est en train de faire les traitements, de mettre les produits dans les rejets. Parce que si on met les produits dans les rejets, voici ce qu'on va obtenir à la fin. Et donc, comme ça, c'est pas trop gênant pour un départ. Lorsqu'on a constaté ça, on casse tout simplement. Lorsqu'on casse comme ça, donc, ça va donner la possibilité d'avoir un nouveau rejet qui va sortir. Donc, d'ici peut-être 2 mois, il y a des plantes là qu'on a cassées et puis qui vont sortir. Donc, d'ici peut-être 2 mois, on aura 2 ou 3 bourgeons qui vont péter là. Et puis ces bourgeons-là, maintenant, vont regrandir et produire le fruit comme on attendait au départ. C'est vrai qu'ils vont avoir un retard par rapport à d'autres, mais ils vont quand même finir par nous donner les fruits. Et c'est souvent ces plants-là qui donnent ce qu'on appelle les rebelles dans le champ. Donc vous allez voir dans les souches, on a déjà fini de couper l'ananas, mais on retrouve un fruit dans les souches. Ces un fruits-là correspondent parfois à ces fruits-ci qu'on a cassés dès le départ et qui n'ont pas été synchronisés avec la production. Donc voilà. Et maintenant, en ce qui concerne la fréquence d'épandage, ça va dépendre des objectifs de production de chaque producteur. Il y a les producteurs qui peuvent décider de faire un épandage tous les 2 mois. Il y a les producteurs qui vont faire un épandage tous les 3 mois. Il y a ceux qui vont faire un épandage tous les 1 mois et demi. Et en fonction de la saison aussi. Donc, on peut se dire, on lance mais le plus important, c'est de pouvoir bien démarrer. Donc, lorsqu'un carré est nouvellement planté comme celui-ci, il faut vraiment être présent dans le suivi. Parce que c'est à ce moment que le projet
que le plan démarre, qu'il est destiné à réussir ou pas. Donc il faut suivre à ce qu'il ne rate pas la croissance. Une fois qu'il atteint une certaine taille, on peut quand même baisser les bras un peu sur le désherbage. Mais lorsqu'il est jeune comme ça là, il n'y a pas lieu de faiblir. Il faut toujours et toujours, même si ça rate, il faut revenir faire le désherbage. Bien faire, mal fait, il faut revenir. Bien faire, on souffle. Bon, on ne regarde pas, ah, j'ai beaucoup dépensé ici, là, je vais revenir, je patiente la durée. Non, si c'est mal fait, il faut recommencer à faire. Et voilà les problèmes que nous rencontrons souvent. Pour que la plantation échoue, il faut dire une négligence extrême. Parce que de toutes les façons, la culture d'ananas, c'est une culture qui va quand même permettre aux producteurs ou un peu sérieux ou un peu conscients de moins se récupérer ses frais de production en fonction maintenant du temps qu'il a accordé. Parce que le premier traitement, et on va me dire le premier engrais dans l'ananas, ce qui va permettre en sorte qu'on puisse obtenir les bons fruits à la fin, c'est le désherbage. Quand on fait un bon désherbage, même si on apporte peu d'engrais, on est sûr d'avoir des fruits à la fin. Mais si on abandonne le champ dans l'herbe, même si ça fait le fruit, on ne va pas voir le fruit à la récolte. Donc, vous voyez un peu. Donc, l'activité principale, c'est la maîtrise de la propriété du champ. Il faut veiller à ce que le champ soit constamment propre, au moins pour les 10 premiers mois, jusqu'à ce qu'on hormone. Car lorsqu'on a hormoné, déjà même quand on maîtrise, quand on garde le champ dans cet aspect-ci pendant 10 mois, les plantes vont prendre le dessus sur l'herbe. Ça veut dire que l'herbe qui va maintenant sortir en dessous là sera une herbe faible, qui n'est pas capable d'empêcher le plant de s'épanouir. Ou alors une herbe qui va être facile à retirer. Et comme ça, on est quand même un peu parti sur une bonne voie. Mais si on laisse, on abandonne, que l'herbe soit touffue, avec le temps, on perd le contrôle. Donc, la recommandation première dans la culture d'ananas, c'est le désherbage. Il faut veiller à ce que le champ soit propre. Si vous ne veillez pas à ce que le champ soit propre, peu importe la quantité d'engrais que vous apportez, l'herbe va prendre tout ça. Or, lorsque le champ est propre, vous pouvez apporter juste une petite quantité d'engrais, mais cette quantité va être utilisée par le plant. Et si ce n'est pas utilisé par s'il y a l'herbe, le plant ne pourra utiliser qu'une partie de ce qui a été apporté. C'est la raison pour laquelle je m'arrange à ce que, après chaque désherbage, immédiatement, je fais l'épandage. La plante va prendre. Quand l'herbe va recommencer à pousser, l'engrais est déjà pratiquement dissous. C'est vrai que l'engrais est encore disponible dans le sol, mais la plante a déjà quand même l'avantage dans l'utilisation de cet engrais-là par rapport à l'herbe qui va sortir. Ainsi de suite. Donc voilà le processus désherbage, épandage, désherbage, épandage. Et après lorsqu'on a atteint les 9 mois, en fonction de la période qui a été, en fonction de la période du marché visé, lorsqu'on atteint les 9 mois, 10 mois, on va donc hormoner les plantes. Lorsqu'on dit hormonage, on va utiliser un produit qu'on va appeler l'étrel. Oui, on appelle ça l'étrel ou l'hormone. Bon, ici nous utilisons C-mature. On va donc verser ça au cœur de la plante. Lorsqu'on verse au cœur de la plante à un dosage bien défini, ça va faire en sorte que 45 jours après, les plantes ont déjà commencé à fleurir. À ce moment, on peut savoir si l'hormonage avait pris ou pas. Donc, lorsqu'on fait un traitement à l'induction hormonale florale, on a 45 jours pour savoir si le traitement a pris. Si ça n'a pas pris, il faut recommencer. Et lorsqu'on dit ça n'a pas pris, comment ça veut dire qu'on reprend 45 jours de retard. Donc, si on avait visé une période de marché définie, voilà qu'on traverse cette période-là de 45 jours. Le marché aura probablement changé, en bon ou en mal. Ça va dépendre de la tendance. Donc, il est important et très nécessaire, capital même, que l'hormonage réussisse lorsqu'on a fait. Si ça ne réussit pas, on tombe sur une autre période de marché qui n'était peut-être pas celle, qui ne sera peut-être pas favorable et qui n'était pas celle envisagée. Particulièrement cette année, les rejets se vendent très cher parce que nous avons eu malheureusement le plus grand producteur d'ananas d'Hawaï qui, paix à son âme, est mort par, on va dire, accident. Et depuis sa mort, il y a eu ce trou-là, ce vide qu'il va falloir combler. C'est ça qui fait en sorte que l'ananas devient cher et les rejets
Et ça attire aussi de nouveaux investisseurs parce que de plus en plus, on voit de nouveaux producteurs s'installer dans les environs. Je pense que l'objectif pour eux, c'est de gagner ce marché-là, de pouvoir avoir une place dans ce marché nouveau qui se crée et qui est un peu favorable parce que jusqu'à là, c'était la culture de l'ananas, c'était un tombola. Et je pense qu'avec la tendance, d'ici peut-être 2 ou 3 ans, on va retourner comme auparavant. Ça veut dire produire et prier de sortir au marché quand il y a bon marché. Parce que avant, on ne pouvait pas avoir la certitude qu'on va vendre les produits à un bon prix. Vous voyez, vous pouvez récolter l'ananas aujourd'hui, vous êtes sûr que l'ananas est à 300. Demain, vous venez pour la récolte, on vous dit non, l'ananas n'est plus à 300, c'est à 275. Le soir, dans l'après-midi, on vous dit c'est 250. En l'espace de 24 heures, vous vous retrouvez comme ça que le prix de l'ananas a totalement changé. Et ce sont des situations un peu stressantes. Bon, depuis quand même, les producteurs n'ont plus affaire à cette situation. Ça va bientôt faire 1 an déjà. C'était dû au fait qu'il y avait surproduction. Et parce que déjà, le grand producteur à lui seul pouvait produire. Il est installé sur des centaines d'hectares d'ananas. Et je pense que à son décès, bon, personne n'a encore jusqu'à présent pris la relève. Donc, le temps que quelqu'un puisse vraiment tenir le cap pour assumer une telle quantité de production, on va produire, le marché de l'ananas va rester cher. Mais jusqu'à ce qu'un de ces producteurs arrive à cette cap, on va y arriver. C'est pas pour maintenant, mais on va y arriver. Donc, raison pour laquelle le temps qu'on y arrive, il faut agrandir ses exploitations. Parce que de toutes les façons, lorsqu'on est producteur, il est important d'être un grand producteur et un producteur régulier. Parce que les fluctuations des prix affectent plus les nouveaux producteurs et les petits producteurs. Lorsque vous êtes nouveau producteur, vous n'avez pas la clientèle. Même si vous avez fait à grande échelle, vous n'avez pas la clientèle. Il faut chercher le client. Lorsque vous êtes petit producteur, les gens vous fuient parce qu'ils se disent que vous n'avez pas assez pour les satisfaire constamment. Or, lorsque vous êtes ancien et grand producteur, vous avez un carnet d'adresses chargé et vous avez les acheteurs ont l'assurance qu'avec vous, il y aura le produit en permanence. Ça fait que même en temps d'abondance, ils viennent chez vous acheter parce qu'ils savent qu'en période de rareté, ils auront les produits chez vous. Par contre, celui qui n'a pas l'ananas constamment, lorsqu'il a le malheur de tomber en période d'abondance, sa production va quasiment pourrir au champ parce que les acheteurs vont le fuir. On ne peut pas laisser quelqu'un qui va nous donner en période de manquement pour revenir voir quelqu'un qui ne va pas pouvoir nous satisfaire en période de manquement. Donc voilà les problèmes auxquels sont confrontés les petits producteurs. Ma stratégie dès le départ, c'était de calculer les périodes de sécheresse. Quand il n'y a pas de période de sécheresse, il y a la période de la petite saison sèche de juillet. Parce qu'en saison sèche, quand même, l'ananas se vend. Et il y a la période de décembre. Sauf que l'année passée, j'ai calculé la période de sécheresse et je suis encore en production au moment où l'ananas était relativement gratuit sur le marché. Donc l'ananas a pourri au champ partout. Quand on se baladait là-bas partout là, c'était pourri. Donc il n'y a pas une stratégie. Comme je vous l'ai dit, ma stratégie maintenant c'est de pouvoir produire de façon constante afin de montrer aux producteurs que s'ils ne me cherchent pas en période d'abondance, en période de rareté, moi aussi je vais refuser de lui vendre les produits. Donc c'est ma façon à moi de pouvoir résoudre ce problème-là. Et c'est le seul moyen qui marche. Parce que lorsqu'il y a vraiment abondance, ce sont les relations, c'est l'ancienneté qui vend. Quand tu es un nouveau producteur, même si tu pleures n'importe quoi, parfois même tu vas même casser le prix. Il te dit non, je ne viens pas. Parce qu'il sait qu'il y a un manque à gagner devant. Donc, raison pour laquelle je suis en train de m'arranger à ce que constamment j'ai l'ananas au champ. Si j'atteins cet objectif-là, je vais être un peu à l'abri de ces problèmes-là. En principe, les bonnes cultures sont les cultures pures. Quand on dit culture pure, ça veut dire qu'on fait uniquement l'ananas. Parce que lorsqu'on fait la culture pure, le travail à l'intérieur est facile. Si on fait le désherbage, on sait que s'il y a le plantain dans l'ananas, le plantain c'est l'herbe, on découpe le plantain. S'il y a le macabo dans l'ananas, on sait que le macabo c'est l'herbe, on découpe. Ça rend le travail facile. Même le cerveau enregistre qu'on ne va faire stop que sur l'ananas. Par contre, si on a mis le maïs, si on a mis le macabo, il faut esquiver l'ananas, il faut esquiver le macabo, il faut esquiver le plantain. Bon, là, ça rend... Voilà la raison pour laquelle je n'associe pas. Mais sinon, certains associent et généralement, c'est le maïs. Et l'association se fait dans les
dans le premier trimestre de planting. Ça veut dire lorsque l'ananas n'a même pas encore démarré, parce que je vous ai dit qu'il fallait faire 3 mois avant de commencer les traitements dans le champ. Donc lorsqu'on va mettre le plant à terre, on a 3 mois pour commencer les traitements. Donc pendant ces 3 mois qui correspondent au cycle du maïs, on a donc mis le maïs. Donc après ça, on va casser, mais une seule fois. Rien que le premier trimestre. Sur le premier trimestre, il n'est plus important de revenir à l'intérieur, mettre le maïs. Donc voilà la seule culture qui actuellement va être en association avec l'ananas et qui ne va pas déranger. Même si après ça complique un peu le travail. La seconde, c'est le plantain, même pas vraiment par l'association, parce qu'avec le plantain, on va essayer de mettre faire comme des haies. Donc, dans tous les carrés, comme vous voyez, j'ai essayé de faire en bas là. Mais c'est à la limite. En principe, on ne peut même pas parler d'association parce que c'est à la limite, à la fin du carré, qu'on va mettre le plantain pour faire une certaine chaîne avec. Bon, voilà les 2 associations qui sont courantes. Les autres associations ne sont pas connues. C'est vrai que j'ai déjà vu certaines plantations où on a fait ananas papaye. Mais je ne connais pas, je ne sais pas si on a les bons rendements là-bas. Parce que déjà, l'ananas, c'est une plante qui aime le soleil. Si on va en dessous, on va maintenant mettre une plante qui va remonter puis et bouffer la lumière. Je ne sais pas à quel rendement on s'attend. Donc, raison pour laquelle, la plupart du temps, on va faire un champ dégagé, pas d'herbe. Les seules plantes qu'on va retrouver sont les palmiers à huile. Les palmiers à huile, c'est parce que la plupart du temps, les travailleurs n'ont pas la capacité de déraciner ces palmiers-là. Ils disent que ça prend du temps, c'est fatigant. Donc, parfois, ils laissent ça pour venir aussi. Donc, on peut laisser ça comme ça, mais on ne laisse pas beaucoup. Quand c'est trop beaucoup, il faut scier. Et on ne laisse pas ça concentrer. Donc, voilà les seuls arbres qu'on va retrouver dans une plantation dans ce côté-ci là. Mais l'idéal, quand même, c'est un champ sans arbres, sans arbustes, rien, bien dégagé. On a un bon rendement avec un bon désherbage. La vente se fait beau champ lorsqu'on a atteint la production. Maintenant, quand je viens au champ pour faire un contrôle ou bien pour faire un épandage comme aujourd'hui là, je peux en entrant maintenant me balader dans les souches. Je vais regarder s'il y a un fruit mûr là. Je vais couper ça. Ce n'est pas assez suffisant pour déplacer un chauffeur et venir au champ. Alors je vais mettre ça dans le sac et transporter ça sur le marché. Parfois, je peux vendre ça au poste de péage d'Hawaï là. Bon, ou alors je vais à Kolmeyan. Bon, parfois, je peux décider d'aller à Yaoundé moi-même et détailler ça pour avoir plus de rentabilité. Les fruits que je vends ici actuellement, le fruit que je vends ici au champ, bon champ que je peux vendre à 500. Si j'arrive à Yaoundé avec le minimum, sur ça c'est 900. Le minimum. Donc il y a une très grande différence parce que quand je suis derrière Yaoundé, je vends comme un détaillant, je ne vends plus comme un producteur. Par contre, quand je suis bon champ, je vends comme un producteur. Le producteur va vendre au grossiste. Le grossiste, aussi on va même dire super grossiste. Le super grossiste va prendre pour aller vendre au grossiste. Le grossiste lui maintenant va prendre pour aller vendre au détaillant et le détaillant prend pour vendre au consommateur. Vous voyez toute cette chaîne-là de personnes et chacun à son niveau va augmenter sa part de gain sur ça. Voilà ce qui fait en sorte qu'un fruit sort du champ à 500, il se retrouve sur le marché à 900 000 francs. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont intervenu jusqu'au consommateur. Bon, j'ai déjà pensé à la transformation, mais le souci c'est que je pense que je pourrais avoir un réel problème avec la commercialisation des produits. Parce que je me dis, vous voyez, produits comme ça, là, si tu sors peut-être 5 dinars d'ananas que tu vas transformer, tu n'as pas un marché. Donc c'est quelque chose qui fait encore travailler le marché. Et je ne vois pas trop l'habitude des Camerounais, les gens habitués, pour le Camerounais lambda, habitués à acheter un jus de fruits naturel à 500 comme ça, tout bonnement. Dans la transformation, ça vise une certaine catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes-là, il n'y a pas une majorité. Raison pour laquelle je ne pense pas pouvoir encore me pencher dans la transformation. Je m'arrête à la commercialisation. Parce que pour lancer la transformation, il faudra avoir un capital encore spécial que tu sais que si même tu ne fais pas la vente, d'un seul coup, tu vas pouvoir détailler progressivement et pouvoir t'en sortir. Lorsqu'on parlait de rejets, là on a cassé les rejets. Voilà un producteur qui a acheté ses rejets et on est en train de transporter ça comme ça vers le lieu de production.
Et c'est comme ça, c'est toujours avec les dînes qu'on transporte généralement les rejets. Donc il faut aller là décharger les rejets et planter. Donc voilà un peu le quotidien de l'ananas. On charge comme ça, un camion comme ça, on peut avoir une contenance de 5000. Si ce sont les gros rejets, parfois même 4500 rejets. Si ce sont les petits rejets, on peut aller jusqu'à 7000 en fonction de comment est-ce que les gars ont eu la force de piler, de classer ça dans la voiture. Il y a plusieurs variétés d'ananas. Il y a les variétés d'ananas Cayenne, il y a les Spanish, il y a Cayenne et Spanish que je connais, mais ici, nous cultivons plus Spanish. Parce que même la Cayenne est très sucrée, mais elle est un peu rare. Bon, ici, les rejets là même, souvent, c'est mélangé. On retrouve parfois les Cayennes à l'intérieur, parfois les Spanish, mais c'est majoritairement les Spanish. Maintenant, la grosseur du fruit dépend du traitement que ce fruit-là a reçu. Vous voyez, par exemple, quand je suis en train de faire l'épandage, je ne fais pas avec la balance. Donc, un plant peut recevoir plus d'engrais que l'autre. Tout comme un plant peut être oublié au moment de l'épandage. Ça crée cette différence-là. Et ça va aussi dépendre, le sol n'est pas fertile partout de la même façon. Si par exemple, au moment de la préparation du sol, on a fait le brûlis à un endroit, l'endroit où on a fait le brûlis, le plus souvent va produire des très gros fruits. Or, là où on n'a pas fait le brûlis, ça va produire. Donc voilà un peu les choses qui vont influer. Et ça va aussi dépendre de la taille du rejet au moment du planting. Parce qu'au moment du planting, on fait le calibrage, on fait 3 catégories. On a les petits rejets, les moyens rejets et les gros rejets. Donc lorsqu'on va faire ce calibrage-là, on plante. Si un gros rejet se trouve parmi les petits rejets, naturellement, il va donner un fruit plus gros que les petits rejets. Si un petit rejet se trouve parmi les gros rejets, naturellement, il va donner un fruit plus petit que les gros rejets. Donc voilà les facteurs qui vont un peu influencer la variation des tailles des fruits. Et il y a aussi, lorsqu'on a fait l'induction hormonale, avant l'induction hormonale, il y a certaines plantes qui avaient même déjà engagé la floraison. Donc ces plantes-là vont donc porter le fruit un peu plus tôt. Ça fait qu'au moment de la gouge, vous voyez, si on vient par exemple, parce que lorsqu'on va faire la gouge qui est l'opération qui consiste à limiter la croissance de la couronne. Donc, vous voyez, ce fruit-là, il a déjà atteint la taille pour faire la gouge. Mais au côté de cela, parfois, on a un fruit qui n'a pas encore eu sa grosseur, sur lequel on va toujours faire la gouge parce qu'il faut tout faire au même moment. Donc, parfois, c'est la période qu'on a fait la gouge qui peut influencer la grosseur du fruit parce qu'un fruit peut avoir été gougé plus tôt que l'autre, un autre plus tard que l'autre, un autre exactement à la période précise. Tous ces facteurs-là vont influencer la grosseur du fruit. Actuellement, lorsqu'on parle de bio, on a déjà collé une certaine échelle au bio. On parle de bio à un certain pourcentage. On ne produit pas du 100% bio. L'ananas du 100% bio, on ne peut pas s'engager dans une production 100% bio et s'en sortir. À notre niveau, le bio va consister à entrer en production, à atteindre la maturité du fruit sans toutefois utiliser l'étrelle. L'étrelle, c'est le produit qui va permettre d'accélérer la maturité uniforme de tout le champ. Donc lorsqu'on veut avoir un fruit sucré naturellement, on va laisser. Donc lorsqu'on a fait l'induction, lorsqu'on a fait l'hormone, on a fait le traitement à l'induction florale, on va laisser et attendre que le fruit grandisse et mûrisse tout seul, sans apporter aucun produit. En ce moment-là, on parle de bio. C'est ce que nous allons qualifier de bio. Mais ce n'est pas du 100% bio, mais c'est quand même du bio par rapport à un fruit qu'on a versé, on a mis l'hormone, l'étrelle sur ça pour couper dans une semaine. Et ce fruit-là qui n'a pas été traité pour mûrir est plus sucré que celui qu'on a traité pour mûrir. Oui, au niveau de la vente, ça va naturellement jouer. Par exemple, lorsqu'on est en période d'abondance, les ananas dits bio vont se vendre plus vite que les ananas étrellés. Donc lorsqu'on entre en vente, si tu avais fait l'étrelle dans ton champ, tu peux être sûr que tu vas beaucoup patienter sur le marché. Par contre, ce qui est le producteur qui n'a pas mis l'étrelle sur ses fruits, qui va les laisser mûrir naturellement, va quand même réussir à écouler ses produits
Or, celui qui avait versé les produits, parce que sur le marché, on sollicite beaucoup plus de naturel. On va appeler ça l'ananas naturel. Naturel pour dire naturellement mûr. Sur le marché, on va beaucoup plus solliciter l'ananas naturel. Dans la période d'abondance, il est important de laisser ces ananas mûrir naturellement. Pas la peine de vouloir hormoner. Déjà, même pourquoi hormoner alors qu'il n'y a pas le marché? Il faut laisser pour gagner en temps. On ne sait jamais, le marché peut changer. Donc voilà les éléments sur lesquels on table lorsqu'on est en train de faire la vente. Bon, déjà, s'il faut encourager, déjà, lorsque tous ceux qui m'ont vu faire dans l'ananas veulent s'y lancer, je ne décourage jamais quelqu'un de s'y lancer. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir la volonté de se lancer dans l'ananas, la volonté d'y aller, peu importe les difficultés, parce que pour un départ, et surtout au départ, c'est très difficile au départ, parce que on entre dans un circuit de production qui va consommer les ressources financières, temporelles et tout ce qui va avec pendant une durée de 15 mois minimum, sans toutefois avoir les entrées. Et si on n'est pas assez motivé pour se lancer dans ce genre de culture, dans ce genre de projet, ça, on va pas tenir jusqu'au coup. Donc, il y a les producteurs même qui entrent, qui vont planter, mais qui à un moment donné abandonnent. Parce que vous avez mis un projet, vous allez devoir attendre 1 an et demi pour entrer en production. Et même jusque-là, la première récolte, on n'a pas atteint. On va dire qu'on est à peine en train de stabiliser, atteindre peut-être ce qu'on va appeler le point d'équilibre dans le système de production. Donc, ce n'est pas le moment peut-être même d'utiliser l'argent qu'on a eu pour réaliser un projet. Cet argent est destiné à être encore réinvesti. Donc, vous voyez qu'on va se lancer comme ça sur une période de 3 à 4 ans avant de pouvoir espérer un jour retirer quelque chose, pour retirer un argent dans son fonds pour pouvoir réaliser un projet ou quoi que ce soit. Donc, tout va aller dans la volonté et l'amour que l'on porte pour la filière, quoi. Bon, autre difficulté que nous rencontrons sur le terrain, c'est parfois l'état des routes, le mauvais état des routes. On a parfois on fait la récolte comme ça, on finit de faire le chargement, il pleut. Lorsqu'il pleut comme ça, la voiture ne peut pas sortir jusqu'au marché. À ce moment, le fruit va dormir au champ. Lorsqu'il dort au champ, c'est un fruit. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a coupé, ça engage la dégradation. Donc, parfois, on se retrouve en train de baisser les prix, tout simplement parce qu'on n'a pas pu transporter le produit du champ jusqu'au marché. C'est une variation qui peut aller parfois de 25 à 50 francs, de réduit par fruit. Parfois, ça fait mal. Quand il a déjà plu, la voiture ne peut pas grimper là-bas. Donc, quand il essaie de forcer, il va soit gâter davantage la route, soit gâter les disques de la voiture. Bon, il y a les pannes qui vont se créer davantage à mesure qu'on essaie de dire que non, il faut y aller jusqu'au marché. Donc, le plus souvent, les chauffeurs ayant même déjà fait ce constat, lorsqu'il pleut, même il va te dire non, je n'entre pas au champ. Parfois, vous avez programmé la récolte comme ça. Vous avez un problème, genre peut-être il faut acheter les engrais pour traiter un autre carré. Mais tout simplement parce qu'il a plu, votre vente va se retrouver en train de décaler peut-être parfois 4 à 5 jours plus tard. Et durant ces 5 jours plus tard, le marché peut changer en bon ou en mal. Donc la période de vente aussi, c'est une période vraiment beaucoup stressante parce qu'on est sûr de rien. Il y a le commerçant qui va aussi prendre le produit et vous dit dès qu'il va finir la vente, il va vous donner l'argent, mais il peut finir la vente comme ça, l'argent ne revient pas. Vous devez patienter, passer le temps à l'appeler. Il vous dit non, les produits ont pourri au marché, il vous envoie de ces photos. Bon, voilà les contraintes. Donc, face à cela, on essaye de s'entourer de personnes honnêtes et fiables à qui on a la confiance. Et cette confiance, ça se bâtit avec le temps. Parce qu'un producteur d'ananas qui n'a pas encore été dupé, je n'ai pas encore trouvé. Tout le monde a ce problème-là, mais avec le temps, on a ces commerçants sûrs qui assurent, qui savent qu'ils ne doivent pas nous décevoir. Comme actuellement, il n'y a pas l'ananas, on ne fait pas le crédit. Donc lorsqu'il vient là, il doit venir avec son argent. Mais en période d'abondance, il va vous dire non, je ne peux pas prendre, je ne peux pas payer au champ. Pourquoi? Parce qu'il a peur de prendre, d'arriver au marché, il ne vend pas tout, son argent finit. Donc du coup, il vous dit je prends, je vends avant de payer. Et parfois, il va bien finir de vendre, mais il va vous faire comprendre qu'il n'a pas fini de vendre vos produits. Il va donc aller avec votre argent.
Mais en période où quand il n'y a pas abondance de temps, et période comme maintenant, on n'a pas de souci avec les commerçants. Ils viennent, quand on a fini de calibrer, on compte l'argent. On se sépare dans les bons termes. Ce n'est que lorsqu'il y a abondance qu'on a ces problèmes du crédit là. Lorsqu'on coupe, on a généralement 3 calibres à faire. On a les A, les B et les C. A c'est pour dire les plus gros, les B sont les moins, les C sont les petits. Et maintenant la différence des prix là va varier de 100 francs. Donc si l'ananas est à 350, ça veut dire que ce sont les A qui sont à 350. Les B doivent être à 250 et les C à 150. Donc si on te dit l'ananas est à 300, ça veut dire 300, 200, 100 francs. Si on dit 325, ça veut dire 325, 225, 125. Parce que l'ananas, quand c'est cher ici, ça va forcément monter sur le marché. Ça va forcément monter. Donc quand ça augmente au champ, forcément sur le marché. Parfois même ça augmente sur le marché avant d'augmenter sur le champ. Ça peut augmenter parfois sur le marché 2 jours. Avant que nous, les producteurs qui sont reculés comme ça, on s'en rende compte. Parce que si tu n'as pas l'information du prix, l'information du prix, si tu es resté bloqué en bourse, que tu n'as pas pris la peine de t'informer sur les prix sur le marché, s'il y a eu changement. Un producteur, quand il entre là, s'il sait que tu n'es pas au courant que les prix ont changé, il t'achète aux anciens prix. Et c'est quand il est parti que tu constates que non, les prix avaient changé. Donc, il faut d'abord s'informer sur les prix avant de commencer les ventes. Même le jour même, parce que parfois on peut programmer, par exemple, nous sommes mercredi. On dit, bon, demain jeudi, on va faire la coupe. Entre la nuit de mercredi soir, les prix changent. Ça peut augmenter de 25, ça peut augmenter de 50. Mais lui, l'acheteur ne va pas te dire que les prix ont changé. Il va tout faire, tout pour venir couper d'abord tes fruits. Avant d'aller sortir, avant que tu ne sois au courant que les prix ont changé. Parce qu'une fois que vous avez lancé la coupe, tu ne peux plus changer les prix. Mais par contre, si tu es au courant que les prix ont changé, si vous avez à conclure hier soir qu'il devait couper l'ananas le matin, si tu te lèves le matin, tu te rends compte que les prix ont changé, tu l'appelles. Il est au courant, il est conscient que les prix ont changé. Même tu l'appelles même parfois, fait comme s'il n'est pas au courant, mais il va te dire non, je vais me renseigner, mais il va finir par te dire ok, on va s'y couper. En revanche, maintenant, quand ça baisse, il t'appelle le soir. Donc, quand vous avez rendez-vous, si l'ananas est à 300 mercredi soir, s'il se lève jeudi matin, qu'il en a à 275, il va d'abord t'appeler pour te dire l'ananas à 275. On coupe ou bien on laisse. Mais quand ça augmente, il ne te dit pas que ça a augmenté. Donc, voilà. Et cette différence, 25, vous voyez, 25 fois peut-être 1000 fruits, ça fait déjà 25 000. C'est beaucoup, non? Le producteur s'en charge de faire sortir le produit jusqu'au bord du champ, où la voiture peut porter. Voilà où la charge du producteur, où la responsabilité même du producteur en réalité finit sur le fruit. Lorsqu'on a fait la coupe jusqu'à déposer à côté, la responsabilité du producteur est censée finir là-bas. Maintenant, ce qu'on va faire après, peut-être si la voiture cale en route et qu'on envoie nos gars pousser, c'est juste l'entraide. En ce moment-là, il n'y a plus aucune obligation pour nous. Vous l'avez compris, la filière ananas est une filière à fort potentiel. Ce jeune nous donne les clés pour réussir la production de l'ananas. Intéressez-vous à l'ananas, intéressez-vous à la production d'ananas et consommez de l'ananas. Merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo afin que grand nombre d'agripreneurs la regardent. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.